Le handicap que j'ai, c'est une atrophie du nerf optique qui fait que je distingue pas les choses. Je vois, j'ai une adaptation qui est normale, je me promène dans la rue, j'ai pas trop de difficultés, mais je ne distingue pas. C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine distance, je ne reconnais pas les gens, je vois pas forcément les obstacles. Et pour la lecture, forcément, il me faut une loupe. T'as une anecdote là-dessus, tu m'avais raconté. Au tout début, c'était même pas une loupe Ah non, médicale. c'était un truc basique que je crois que j'avais eu dans le Bonux, une petite loupe noire d'ailleurs que j'ai perdue en faisant une course au sac avec des copains. C'est quoi le bonus pour Le ceux Bonux, qui font ça c'était une marque de lessive. Et dedans, il y avait des petits cadeaux. Il y avait des petits cadeaux, t'avais, je sais pas, des gugus, et un jour, il y avait une loupe. Ouais. Alors, je me suis servi de cette loupe. C'est un gadget en plastique. Ouais, c'est un gadget qui est devenu mon outil de travail, quoi. C'est dingue. Salut Pascal, Bonjour. enchanté, Louis Gaillot du coup. On se connaît bien. Oui, on se connaît, oui, on s'est déjà eu au téléphone plusieurs fois. Tu es avocat. Tu es aussi le père de mon associé, Valentin. Oui. Le J'ai père- cette chance. Voilà, donc Ouais, j'ai cette chance, ouais, je ouais, pense cette- que beaucoup te connaissent. Donc Maître Bernard, tu es avocat sur Nancy, droit assez généraliste dans ta pratique. Assez généraliste avec certaines dominantes, un peu de pénal, de la responsabilité, du droit de la famille, surtout du droit du particulier. Valentin m'a énormément parlé de toi lors de nos déjeuners, lors de nos journées de travail, où je sais que tu as un parcours qui est exceptionnel et qui... je suis trop content en fait de t'avoir et où tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ta carrière, ton parcours, ta vie en règle générale. Ça va pas être un épisode comme les autres parce que tu sais, le cheat code à la base, c'est plutôt un podcast où on explique des méthodes de développement, où des avocats viennent nous donner un peu leurs tips, etc. Là, j'ai vraiment envie de donner une leçon de résilience et de motiver certaines personnes qui peuvent se dire que c'est pas facile et par ton parcours leur expliquer que tout est faisable. Je te laisse te présenter déjà. N'hésite pas à me recouper hein, si je dis des bêtises ou quoi que ce soit, je te poserai des questions, mais je te laisse déjà la parole pour te présenter et nous expliquer ce que tu as fait dans ta carrière, dans ton parcours. Oui, alors j'ai 60 ans, je suis avocat depuis 1994, j'ai prêté serment à Nancy et j'ai toujours exercé à Nancy. Alors, c'est sûr que si tu m'avais invité pour que je t'explique le développement de mon cabinet, ça n'aurait pas duré longtemps parce qu'il n'y a rien d'intéressant là-dessus. J'ai en fait adapté ma profession en fonction de mon handicap. Alors, je suis né en 64 à Longwy. J'ai vécu à Longwy jusqu'à l'âge de 9 ans. Et compte tenu de mon handicap, et là, ça commence là, la chance. Parce que je dis toujours, ma vie, c'est une succession de chances et de rencontres. Et ça devait être en CE2. Ouais, CE2, j'avais une institutrice qui connaissait une institutrice qui s'est spécialisée dans le handicap visuel. Okay. Et donc, à cette époque-là, l'intégration des personnes handicapées ne se faisait pas. Donc, on était mis dans des établissements spécialisés. Et la chance que j'ai eue, c'est que je suis allé dans une école spécialisée, mais publique, où il y avait à peu près, allez, je vais te dire, 8 élèves par classe, où on était bien encadré, on avait des moyens adaptés à l'époque aussi, parce que l'ordinateur n'existait pas, la synthèse vocale n'existait pas, donc on avait prioritairement des loupes. Et donc j'ai été dans cette école, mais j'allais à l'internat, donc à l'âge de 9 ans, donc c'était pas forcément évident, d'autant que je dis, la chance, elle a commencé là, parce qu'avant j'ai eu des malchances. Voilà, c'était pas évident. Et puis... Et est-ce que tu peux nous, pour qu'on ait un peu de contexte, parce que les gens ne se comprennent pas forcément, est-ce que tu peux nous raconter concrètement ton handicap par rapport concrètement ce que tu as et qu'est-ce que ça implique du coup derrière? Alors, le handicap que j'ai, c'est une atrophie du nerf optique qui fait que je distingue pas les choses. C'est-à-dire que je vois, j'ai une adaptation qui est normale, je me promène dans la rue, j'ai pas trop de difficultés, mais je ne distingue pas. C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine distance, je ne reconnais pas les gens, je vois pas forcément les obstacles, et pour la lecture, forcément,
il me faut une loupe. Donc là, je suis obligé. Alors pendant longtemps, j'ai eu, je vais vous dire, des loupes, notamment jusqu'à la terminale, j'ai eu une loupe que j'avais dans Bonux, ou des loupes de philatélistes qui étaient des trucs qui étaient très lourds, qui permettaient pas bien de lire. Donc je pense que j'ai compensé pendant longtemps en écoutant les profs et les instits. Ok. Et ça du coup, tu pouvais pas lire au tableau. Non, au tableau, on pouvait pas lire. Alors, pendant un certain temps, les instits qui étaient mes instits en CM1, CM2, eux le savaient, donc ils étaient adaptés, ils verbalisaient beaucoup. Et quand j'ai dû aller en 6e, j'étais le premier, donc au lycée Georges de la Tour, à intégrer une classe normale, je dirais, en qualité d'handicapé visuel. Mais c'était assez bizarre parce qu'il fallait pas que je le dise. En fait, il t'avait dit de pas le dire. Voilà, on m'avait dit, il faut rien dire aux profs, entre guillemets, pour pas, entre guillemets, les révolter, je pense, je sais pas. Et à côté de mon nom, il y avait marqué HV. Et personne ne savait ce que ça voulait dire. Moi, je ne le savais peut-être pas non plus à l'époque. Et ça a été quand même dur. Notamment, je me souviens d'une prof d'histoire qui, me voyant pencher la tête sur ma feuille, m'avait pris par les cheveux pour me relever. Alors ça faisait rire les copains. Ils se rendaient même pas compte. Mais non, ils se rendaient pas compte. Ils se rendaient pas compte. Et à l'époque, c'était pas dans l'air du temps. Mais c'était les plus étonnés parce que tous mes copains et copines, eux, ils s'en foutaient. Franchement, ils étaient. J'ai toujours eu des bons copains, des bonnes copines qui m'ont toujours aidé, qui savaient, qui ne m'en faisaient pas grief du tout, mais qui par leur comportement étaient là, quoi. Ok. Mais certains profs, c'était pas facile. Donc ils n'étaient pas prévenus. Donc, de toute manière, même aujourd'hui, je crois, peu importe si tu as un handicap ou non et que tu es dans une classe normale. Là, par exemple, je t'ai posé la question, mais normalement, c'est des choses qu'on fait pas trop. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on dit. La personne n'est pas obligée de parler de son handicap. Donc finalement, tu étais un peu déjà dans l'air du temps sur ce sujet-là, mais pour autant, du coup, ils n'avaient pas conscience que tu devais, par exemple, comment tu lisais au tableau, comment tu écrivais tes cours. Du coup, tu as développé peut-être aussi j'ai développé une écoute active. Et puis, j'avais des copains qui pouvaient me dire ce qui était écrit au tableau, mais c'était pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Et puis après, il fallait se battre un peu quand même. Hein. Ouais. Des fois, je demandais aux profs. Mais alors après, j'ai quand même quelques bons souvenirs de profs qui étaient adaptés par rapport à mon handicap et qui étaient très sympas. Ouais. Mais ça a été quand même un combat. Jusqu'à ce que j'ai eu une lunette avec une loupe adaptée dessus où là je pouvais lire parce qu'avant c'était compliqué, il fallait tenir la loupe d'une main, le livre de l'autre, c'était vraiment très très difficile. T'as une anecdote là-dessus, tu m'avais raconté comment je sais plus si c'est Valentin qui me l'avait raconté, qu'au tout début c'était même pas une loupe non, c'était un truc basique que je crois que j'avais eu dans le Bonux, une petite loupe noire d'ailleurs que j'ai perdue en faisant une course au sac avec des copains dans c'est quoi le Bonux pour ceux qui connaissent pas? Comment? C'est quoi le Bonux? Le Bonux, c'était une marque de lessive. Et dedans, il y avait des petits cadeaux. T'avais, je sais pas, des gugus. Et un jour, il y avait une loupe. Ouais. Alors, je me suis servi de cette loupe. C'est un gadget en plastique. Ouais, c'est un gadget qui est devenu mon outil de travail, quoi. C'est dingue. Mais ça a été handicapant parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on entend maintenant, les livres lus, les podcasts, les podcasts sur l'histoire, tout ça, on n'avait pas ça. Donc moi, j'ai pas eu cette chance de pouvoir me cultiver par l'écoute. Alors que mes enfants, ils ont eu cette chance. Des fois, je leur dis, en 30 ans de temps, il y a eu une explosion qui leur a permis d'avoir des livres lus. Ils ont écouté Harry Potter, par des CD, et je l'ai écouté aussi par des cassettes même, alors que nous on n'avait pas ça, quoi. Donc moi j'ai été privé de la lecture pendant une partie de ma vie quand même. Et du coup tu faisais quoi? Tu avais quand même la télé ou tu t'écoutais du coup? J'avais la télé, mais à l'époque, la télé c'était pas comme maintenant, hein. La télé elle commençait à midi, tu vois. On avait 3 chaînes, donc non. Alors moi surtout, et ça je me souviens, j'avais une petite radio avec des piles, et j'écoutais à l'internat dans mon lit le soir Max Meignier, Les routiers sont sympas. J'écoutais c'était un peu mon lien sur mon lien sur l'extérieur en fait. Ok, c'est incroyable. Et du coup, donc collège, t'arrives quand même parce que c'est quand même lycée. Collège qu'avec l'écoute, donc t'avais pas forcément utilisé, t'avais qu'une partie des infos, mais t'arrivais à passer. Ouais, j'arrivais à passer à chaque fois. J'ai toujours été un élève moyen. Vraiment moyen. Non, mais c'est vrai, je le reconnais. Alors,
pas forcément très studieux. À l'internat, bon voilà, on était une bande de copains. On a gardé des forts liens d'amitié. Moi, j'ai des copains, ça fait 50 ans que je les connais. On a vécu des bons moments, des moments moins bons, mais on était comme des frères, quoi. On a vécu... Et on avait une table de ping-pong à l'internat, on jouait au tennis de table et on essayait de travailler quand même, hein, mais je suis toujours passé limite. Et j'ai eu mon bac notamment, je le dis parce que mes enfants se foutent de ma gueule, mais bon, peu importe. J'ai eu mon bac la deuxième année, en 2 fois. Ouais. La première année, je suis allé au rattrapage et je l'ai raté. Et la deuxième année, il me fallait 220 points, j'ai eu 221. Vous voyez, déjà là, deuxième chance. Je passe par un petit... Voilà, un petit trou. Et justement, c'était quoi comme bac? C'était un bac littéraire? Bac littéraire, ouais, bac littéraire. Donc tu vois, bac littéraire, ça veut dire livre. Ouais, c'est hein, clair. Non, mais c'est ça ça qui est marrant, parce qu'on aurait pu se dire, tu te lances dans des maths ou... ouais, alors, à l'époque, on avait ce qu'on appelait un bac mixte. Moi, c'était français maths. Okay. Et notamment, moi, j'ai eu mon bac grâce aux maths. J'ai eu 17 en maths. Ah, okay. Donc, avec coefficient important. Donc, j'ai eu mon bac grâce aux maths. En philo, j'étais pas bon. Parce que je pouvais pas lire. C'était compliqué. Hein. Et du coup, c'est là où tu te dis, mais bon, il aime bien aussi se mettre des balles dans le pied. Tu voulais devenir avocat à partir déjà à cette époque-là? Je me suis demandé, quand ma vocation... Moi, j'ai perdu ma mère, j'avais 2 ans. Et... Mon père s'est remarié 2 ans après avec une femme beaucoup plus jeune qui n'était pas sympa avec nous. Ouais. Et à l'âge de 7 ans, je me souviens lui avoir dit « Le jour où je serai avocat, je te mettrai en prison. » Et j'avais cette envie d'être... Alors peut-être que je me suis dit, peut-être que très petit, je n'ai pas aimé l'injustice. Ouais. Et c'est peut-être qui explique, mais... alors après, moi, j'aime bien le contact avec les gens. J'aime apprendre de... Quand je reçois un client, il me parle de son métier, je lui dis « racontez-moi ». J'adore ça. Ouais. J'adore apprendre des gens. J'aime bien... Et puis j'aime bien que... Alors j'ai des clients qui sont devenus des copains. Hein. Je suis parti en vélo avec eux, en Ardèche. Voilà. J'ai une relation à ma clientèle qui est assez personnelle. Hein. Ouais. Moi, je ne suis pas sur un piédestal. Hein. Les gens, et je reconnais maintenant, il y a des jeunes que j'ai défendus il y a 25 ans qui viennent me voir dans la rue, qui se présentent à moi. Génial. Je suis content de les voir. Je suis content de les voir. Je me rappelle d'eux. Il y a pas très longtemps, quelqu'un est venu au bureau et il allait voir mon associé pour un problème de prud'homme, parce que moi, j'en fais pas. Et il m'a croisé en me disant « Vous vous souvenez de moi ?» Il avait fait un braquage à l'époque. J'étais jeune avocat, j'avais peut-être 2 ans de barreau. Je l'avais défendu. C'était un jeune et il me dit « Grâce à vous, vous m'avez détourné du mauvais chemin. » J'étais content. Génial. Il était conducteur de train. Et j'étais content. Et c'est marrant parce que tu la partages vachement, je trouve, avec Clément et Valentin. Je trouve qu'ils sont comme toi. Ils sont très passionnés par ce qu'ils font. Ouais. Mais pour autant, ils sont toujours... je pense que tu leur as offert ça aussi. C'est toujours intéressé par les autres et à l'écoute de ce que font les personnes qui passent. Et tu sais, même si on est dans du business ou des trucs comme ça, ils vont demander ce que font... ce que tu fais, ce que t'aimes, ce que font tes parents, etc. Moi, je pense que si j'ai pu leur donner ça, c'est bien, parce que je trouve que connaître les gens, s'intéresser à eux, c'est important. Moi, j'ai toujours dit que je ne voudrais pas que les gens qui travaillent avec moi soient pas bien sur leur lieu de travail. À moi, c'est primordial. Je trouve que l'ambiance au travail, on travaille, mais on a le droit de rigoler, on a le droit de... Ouais, on doit bien s'amuser dans ton cabinet, en vrai. Bien sûr, je pense que c'est... Là, on a une secrétaire qui vient de partir pour un congé de maternité. Je lui ai envoyé un petit message ce matin pour savoir comment elle allait, parce qu'elle fait partie de notre famille professionnelle. Oui, bien sûr. Et c'est tout ce qui... Voilà, on est avec elle, Quand elle est venue nous annoncer, ça faisait un peu plus d'1 an qu'elle travaillait avec nous, elle pleurait en nous annonçant qu'elle était enceinte. On était contents, nous. Ouais, et c'est dingue, ça. Moi, je trouve que c'est... J'espère que, quand j'aurai pris ma retraite, que les gens qui ont travaillé avec moi seront contents d'avoir travaillé avec moi. Comme moi, je serais content d'avoir travaillé avec eux. Ouais. Ah oui. C'est important. Mais du coup, ça donne une belle ligne directrice au quotidien, au sein du cabinet, quoi. Ah ben, moi, je pense, ouais. Ouais, je pense. Et quand les clients viennent au cabinet et puis votre secrétaire ou vos secrétaires sont sympas, à la fin de l'entretien, je lui dis, mais attendez,
On va leur dire, vous allez leur dire. Parce Ouais. que c'est important aussi qu'elles aient aussi des retours positifs. Génial. Moi, je suis content quand on me dit que mes secrétaires sont géniales. Eh ben, il faut qu'elles aient leur retour aussi. Ouais, génial. Alors, un petit mot, une petite pensée à Valérie Ponce avec qui je travaille, qui a eu le même retour que toi. C'est marrant. Vous avez le même discours là-dessus. Du coup, toi, on revient sur ton parcours, mais du coup, tu as ton bac. Donc, Oui. que tu as. Bon, c'est pas. Tu vois, il y a plein qui loupent leur bac. Donc, et même des grands avocats qui loupent leur bac. Donc, la preuve en est. Ouais. Et donc, tu vas direct à une fac de droit. Donc, ça, c'est la deuxième chance de ma vie. Ouais. La première, c'est avoir été placé dans une école spécialisée. Parce que sinon, si j'étais resté à Longwy, je pense que je serais toujours là-bas, quoi. Et puis, je n'aurais pas de boulot. Et la deuxième chance, c'est d'avoir eu mon bac avec un point. Mais bon, voilà. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, je suis allé à la fac de droit. Et quand tu vas à la fac de droit, ben, tu sais, au bout de 11 ans d'internat, tu te retrouves quasiment tout seul. J'avais des copains qui étaient en cité universitaire, mais en droit, on n'était pas beaucoup. On était 3, je crois. Et donc, première année de droit, difficile. Ouais, difficile. Je vais bosser, mais pas assez. Ouais. Et donc, je me suis dit, il faut que j'assure mes arrières. Donc, pour assurer mes arrières, alors je m'étais dit, ouais, le métier d'avocat, ça me plaît, mais peut-être que j'y arriverai pas. Donc, j'ai fait un DUT pour avoir au moins un bac plus 2 pour pouvoir, dans ma tête, avoir une assurance de pouvoir passer des concours administratifs. Ok. Donc, j'ai fait un DUT qui a duré 2 ans, technique de commercialisation. Bon, ça ne va pas forcément transcender, mais bon, je l'ai fait. D'autant que c'était compliqué pour moi parce que pour les stages, il fallait le permis de conduire. Moi, je ne l'avais pas, donc c'était assez compliqué. Mais finalement, grâce à, pareil, une association d'insertion pour les handicapés, je l'ai fait au Grand Moulin de Paris. J'ai été avec des commerciaux, j'ai fait une enquête, à l'époque, une étude sur la Ronde des Pins, je me souviens. Ouais. Et puis, j'ai eu mon DUT et je suis retourné à la fac de droit. Ok. Parce que tu reprends la première année pourquoi je suis rentré? Ouais. Alors, pourquoi je suis retourné à la fac de droit? Parce qu'en première et deuxième année, j'ai eu un prof de droit qui était avoué à la cour d'appel à Nancy, maître Linster, qui était passionnant. Et j'avais de bons résultats en droit. J'aimais ça. C'était en moi. Quelle matière? Ouais, j'aimais la matière. Okay. Et puis j'avais de bons résultats. Et grâce à lui, je me suis dit, mais pourquoi j'y retournerais pas? Et j'y suis retourné, je suis reparti en première année. Et là, j'ai fait première, deuxième, troisième, quatrième année. Alors, j'avais une stratégie qui était... c'est génial. Non, mais ma stratégie, c'était sois pas ambitieux, vas-y doucement, assure. Donc, pendant mes 4 années, j'ai bossé à fond mes écrits et les oraux, je les passais en septembre parce que je ne pouvais pas tout faire. Donc, j'ai assuré. Et je me souviens, en deuxième année... Et c'était quoi? C'était prévu, ça, si tu pouvais le demander, en fait? Ouais, tu pouvais. Okay. C'est-à-dire que tu faisais tes écrits, tu allais passer tes oraux, mais tu leur disais, écoutez, je n'ai pas assez révisé, je repasserai en septembre. Tu vois, okay. Et un coup, je me souviens, en droit administratif, donc deuxième année, je vais à l'oral et le prof m'encourage mais il dit, si, allez-y, vous allez y arriver, tout ça. Il était vraiment sympa, il s'appelait Monsieur Rambaud. Très, très sympa. Et puis, je lui dis non, écoutez, entre guillemets, j'avais un peu honte parce que je n'avais pas assez bossé. Donc, j'y suis pas allé. Et donc, je n'ai pas eu tout de suite mon année, j'ai repassé. Et alors que si j'avais répondu, il me fallait peut-être 2 ou 3 points et j'avais mon année, mon année directement en juin. Bon, je bossais pendant mes vacances, donc Tu bossais, tu bossais tes cours? Ouais, je bossais mes cours, ouais. Mais je faisais des plans. Et comment tu faisais par exemple, un commentaire d'arrêt? Ou une épreuve, alors il n'y avait pas l'épreuve de synthèse, je ne sais pas si ça existait. Non, alors les commentaires d'arrêt ou les dissertations. Tu avais plus de temps quand même, on te donnait un petit peu plus de temps pour prendre le temps. Ouais, on me donnait, alors j'avais le droit à un tiers pareil, de temps. fouiller dans le code, c'est horrible de fouiller dans ça. Ouais, non mais c'est sûr. Et je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais écrit à Dalloz. Parce que tu sais, on avait les codes rouges. Ouais. Et les codes rouges avec ma loupe, putain, c'était compliqué de lire dedans. J'imagine, donc, j'avais écrit à Dalloz en leur demandant s'il n'y avait pas une version... plus large, quoi. Ouais. Parce que notamment, le petit code Dalloz, quand tu plies les pages, tu n'arrives pas à lire sur les côtés. Donc pour moi, c'était compliqué. Et puis, à l'époque, pas d'ordinateur, pas d'internet, il n'y avait pas tout ça. Donc pour moi, c'était assez compliqué. Mais j'avais quand même... Alors ce que je faisais, je prenais mes notes, je prenais mes cours à l'écrit, mais j'écrivais très mal. Hein. Et puis tous les soirs, je recopiais mes cours. Et en plus, ça t'aidait à ça me permettait de les apprendre, mais ça me prenait beaucoup de temps. Pareil, tu m'étonnes. Ça me prenait beaucoup de temps. Parce que c'est 3 heures d'amphi,
que tu dois retranscrire après. Ah, donc, un amphi, c'est 12 heures. Quoi. Oui, ça me prenait beaucoup de temps. À l'époque, j'avais même pas d'enregistreur, je crois. Ouais. L'enregistreur, je l'ai eu en 4e année, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, là, ça a pu t'aider. Ouais, tu te fais écouter tes cours. Voilà, c'est ça. Mais bon, j'ai pas de mauvais souvenirs. Alors, c'est sûr que ces 4 années de droit, c'était des années intéressantes, mais les examens, c'était toujours assez stressant quand même. Hein. C'était toujours assez stressant. Alors, je pense que j'ai eu des bons profs. Alors, lorsqu'il a fallu passer le concours d'entrée à l'école d'avocat, la première année, je l'ai raté parce que la note de synthèse, je l'avais ratée. Ok. Et alors, la note de synthèse, à l'époque, comme j'étais handicapé, on avait la possibilité. Moi, je faisais partie d'une association qui s'appelait le GIA. Elle s'appelait Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes. Et on avait des bénévoles, et notamment une dame qui s'appelait Renée, qui était une dame très sympa, et qui s'était proposée de m'enregistrer tous les documents de la note de synthèse, alors au secret, hein, c'est-à-dire qu'on lui avait donné des documents, elle ne m'en parle pas, elle les enregistre sur une cassette à l'époque, et on m'avait donné la cassette pour que pendant l'épreuve, alors à l'époque, cool. L'épreuve, eux, ils avaient 4 heures, moi j'avais un tiers de plus, quoi, 5h20. Donc, j'avais cette cassette, j'écoutais les documents, et j'ai fait ma note de synthèse comme ça. Alors, je dois dire qu'à l'écrit, j'ai eu 10 et 10, donc j'ai eu les points qu'il fallait pour passer les oraux. Et aux oraux, donc il y avait un magistrat administratif, un magistrat, un avocat et un prof de la fac. Et le prof de la fac, c'était le prof de pénal et procédure pénale, c'était M. Sevic. Et je pense qu'il m'avait repéré dans l'amphi, qu'il savait que j'étais sérieux, parce que les questions qu'il m'a posées, il savait que je connaissais la réponse. C'est franchement... Et donc là, peut-être aussi, il a une chance. Mais bon, j'avais montré peut-être aussi que j'étais persévérant, que j'avais envie de... mais du coup, tu avais finalement le gars qui te faisait passer le concours, te connaissait. Peut-être que... Bon, après, ça se trouve, c'est les questions qu'il posait. Et tu avais la réponse, peut-être qu'il a posé les mêmes à d'autres, ça c'est possible. Mais je me suis dit, par rapport aux autres, et notamment, j'ai de la chance. Il y avait un avocat qui était là, qui était un ancien avocat de l'ancienne école, qui lui avait posé des questions assez ardues. Et M. Sevic, il avait posé des questions, je savais répondre. C'était en procédure pénale, j'avais bossé mon cours, donc je savais. Mais je me suis dit, tiens, c'est aussi un coup du sort. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Mais tu vois, c'est marrant, parce que tu vois ça comme ça, mais on en connaît plein, en plus à Paris, il n'y a que ça. Des gens qui disent tout l'inverse tout le temps. J'ai pas de chance. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? Comment tu vois ce genre de choses ? Non, moi je pense que... Après, est-ce que tu la provoques pas finalement, toute cette chance ? C'est ce qu'on me dit. On me dit la chance, tu la provoques. Peut-être le fait que je sois en amphi, que le prof me voit régulièrement, qu'il s'est dit, il est sérieux, voilà. C'est possible. On a plus envie d'aider les gens qu'on voit que les gens qu'on voit pas. Ça, c'est possible aussi. Et je comprends, je comprends. Mais après, c'est vrai que quand je fais un retour sur ma vie, je me dis, j'ai quand même eu du pot. Après, professionnellement... Donc je suis allé à l'école d'avocat, donc c'était une semaine sur 2 à Metz et Nancy. Donc on faisait les voyages, j'ai rencontré donc mon ex-femme qui était la mère de mes enfants. Et on a suivi, donc elle m'avait attendu, parce que moi comme j'avais raté la première année le concours et qu'elle l'avait eu, elle m'a attendu. On a fait l'école ensemble. On est sortis tous les deux, on a eu notre année. Et après il a fallu trouver un stage, parce qu'à l'époque, tu ne pouvais pas mettre ta plaque comme ça. Tu ne pouvais pas sortir de l'école et mettre ta plaque. Il fallait déjà avoir une collaboration pendant 2 ans, et pendant tes 2 ans, tu avais aussi de la formation. Okay. Donc le but, c'était de pouvoir te former au quotidien avec ton patron, et puis les samedis, on avait des cours, des intervenants, on a eu des grands avocats qui sont venus à la chambre de commerce à Nancy, nous faire des formations les samedis matins. Et autre chance. Et c'est là aussi, donc... T'avais pas 2 ans de stage pendant le FB, enfin, c'est pas le FB, mais du coup, c'était pendant l'école de... Ouais, mais alors, c'était des stages qui n'étaient pas les... Maintenant, c'est des stages de 6 mois. Ouais. Nous, c'était des stages de découverte. Ok. Peut-être, en ma tête, c'était peut-être 2 mois, mais c'était de la découverte. Ok. Hein? Pas trop compliqué à trouver. Non, là, pas trop compliqué à trouver. Alors, je l'avais trouvé par rapport à l'association dont je faisais partie. Okay. C'était un avocat qui s'appelait Maître Maire, qui était un avocat... qui était, je dirais, un avocat militant. Donc,
Voilà, je suis allé Travailler faire mon chez stage chez lui. Mais après, il faut trouver un employeur. Et avec le handicap, l'employeur, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherchait un avocat qui pouvait aller sur les expertises, qui pouvait aller à l'extérieur plaider les dossiers. Et moi, ça m'était impossible parce que j'avais pas de bagnole. Donc, c'était pas facile. Et le hasard de la vie veut que donc mon associé maintenant et qui était ma femme à l'époque avait un stage. Donc, ce stage de 2 mois chez un avocat qui, malheureusement, pendant son stage, est tombé gravement malade et a été hospitalisé. Donc, plus de stage. Et elle trouve un stage dans un cabinet qui s'appelle le cabinet Borella-Imbert. Maître Borella, c'est une dame qui était, je dirais, très humaine. Au-delà. Et donc, elle a embauché Nicoletta. Et Nicoletta lui a parlé de moi. Et Maître Borella lui dit, on va le prendre aussi. Ils n'en avaient pas forcément besoin. Donc au début, elle m'a dit, on te prend à mi-temps. Et puis très rapidement, elle m'a dit, non, on te prend à plein temps. Et c'était vraiment, on va dire quoi, un geste humain. Et elle m'a fait confiance. Alors après, on a été collaborateurs avec elle pendant 2 ans. On a appris le métier. Et on a appris le métier... et on a appris la manière dont elle gérait ses clients et comment elle était avec ses clients. Et on a appris beaucoup. Je pense que vraiment, humainement, c'était une femme... Et toi, tu avais déjà dit, je vais faire que 2 ans de collab et je veux poser... Moi, toi, tu voulais poser ta plaque. Ouais, moi, je voulais poser... Alors, je vous ai posé ma plaque. Ouais, alors, moi, mon but, si tu veux, pourquoi je voulais devenir avocat aussi, c'est parce que j'aimais pas l'autorité. Je voulais pas, mais c'est vrai, je voulais être indépendant, c'est-à-dire organiser ma vie comme j'en l'entendais. J'aurais pas aimé rendre des comptes à un chef, tout ça, j'aimais pas. Alors quand on était collaborateur, c'était vraiment, il n'y avait pas de hiérarchie. Vraiment, cette dame-là, elle a été. Alors je dis cette dame parce que c'est avec elle qu'on était plus en contact. Le bâtonnier Imbert a fait son bâtonnat après, mais elle est vraiment, c'était. Si je dois retenir une personne dans ma vie, c'est elle que je remercierai beaucoup. Et puis ma sœur. Une de mes sœurs qui m'a élevé. Mais cette dame-là, je pourrais lui faire une statue quasiment, parce que si je suis rentré à la profession, c'est grâce à elle. Si elle n'était pas là, je serais... Voilà, je pense que... Après, c'est pareil. Hein. Maintenant, aujourd'hui, ça serait différent. Parce que j'aurais d'autres qualités à apporter à un cabinet avocat. À l'époque, j'étais tout jeune, je ne savais pas quoi faire. Voilà. Mais et puis à l'époque, quand j'ai prêté serment, c'était les balbutiements de l'informatique. Je ne savais pas me servir d'un ordinateur. À l'époque, on a investi dans des ordinateurs, c'était des gros trucs. Je me souviens que le samedi matin... T'es vite rentré dedans quand même, toi? Comment? T'es vite rentré dedans? Ah, vite, je ne sais pas. Mais j'ai pris le temps. Je me souviens que les samedis matins, j'allais bosser. Je me levais à 5h du matin pour pouvoir aller bosser, pour pouvoir m'adapter à l'outil. Parce que je savais que c'était un intérêt pour moi quand même. Mais me mettre vite dedans, je ne suis pas sûr. Même encore maintenant, j'appelle au secours mes secrétaires quand je suis bloqué, ou mon collaborateur. Mais peut-être que je n'ai pas pris le temps aussi de... Quand je vois mon collaborateur qui a, je ne sais pas, 35 ans, il est un poisson dans l'eau. Moi, je vais me servir un peu de l'Internet, de mon logiciel. Je me suis quand même adapté. Mais non, mais tu t'intéresses parce que tu vois, des choses comme ça, on parlait de Génial et de Dalloz et tu t'intéresses vachement à ce qui sort et tout ce qui peut te faire gagner du temps, etc. Alors, je te raconte, par exemple, c'est ce que je dis. Je disais ça l'autre jour au fils de mon épouse qui a 20 ans, qui a 19 ans. Et je lui dis, tu sais que quand j'ai commencé, on avait ce qu'on appelle les jurisclasseurs. Le jurisclasseur, c'était comme une encyclopédie. Alors, on en avait en droit pénal, en droit civil, en procédure pénale. Ça faisait 25 à 30 volumes. Tous les jours, on avait quelqu'un au bureau qui venait pour remettre les fiches à l'intérieur des différents volumes, parce que la loi change régulièrement. Et quand on te posait un problème juridique, il fallait que tu ailles chercher dans ces 25 ou 30 volumes ta solution juridique. Alors, inutile de dire que pour moi, c'était compliqué. J'y arrivais, mais c'était compliqué. Alors, Nicoletta, qui était mon épouse à l'époque, elle était un poisson dans l'eau là-dedans. Elle avait fait un DEA, elle savait faire des recherches.
Moi, je n'étais pas formé là-dessus. Alors, c'est pour ça que je dis que maintenant, l'intelligence artificielle, notamment géniale, où je commence un peu à pratiquer, pour moi, ça me permet d'aller plus vite et de trouver les documents rapidement sur un sujet donné. Ouais, mais chose que du coup, effectivement, tu n'étais pas forcément... l'enfer d'aller regarder dans ces 25, 25 classeurs, etc. Oui, c'est vrai. Mais pour autant, tu t'es lancé et assez rapidement, j'ai l'impression, sans trop te poser de questions, directement associé avec Nicoletta. Oui, directement. Donc, tous les deux... Alors, au bout de 2 ans, donc, Maître Borella voulait prendre sa retraite. Elle nous a proposé de racheter ses parts. Alors, vraiment, pareil, là, elle nous a dit, franchement, entre guillemets, elle nous les a donnés, quoi, quasiment. Hein. Est-ce que j'allais dire, putain, si ça... Elle savait qu'on allait... en prendre soin. Prendre soin de sa clientèle et garder l'image qu'elle avait donnée à sa clientèle. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. On a été... Alors après, moi, j'ai fait ma profession à ma main. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas faire avec mon handicap. Donc, par exemple, tout au début, je me souviens avoir accepté des dossiers, notamment le droit pénal, j'aimais bien. Avoir accepté des dossiers, je suis allé plaider à Bergerac, je suis allé plaider à Bordeaux, je suis allé plaider dans des contrées lointaines pour moi, où j'y allais tout seul. Tu faisais en train, tu faisais Paris-Bordeaux. Je me souviens arrivé dans une ville, un soir, il pleuvait, il faisait nuit, je ne savais pas où était mon hôtel. Quelle horreur. On n'avait pas les portables comme maintenant, on ne pouvait pas... Ouais, c'était quand même angoissant quand même. Ah bah ouais, tu m'étonnes. À l'époque, c'était quand même angoissant, mais moi, je l'ai fait. Après, j'étais fier. Une fois tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Attends, c'est difficile de se rendre compte, mais aujourd'hui, c'est vrai que tu arrives dans une ville, boum, Uber, tu peux arriver où tu veux. Oui, c'est ça. Tu t'y retrouveras, quoi. Là, moi, des fois, je me demande comment les gens... c'est un truc qui me fascine, c'est tu rencontres une fille aujourd'hui ou tu rencontres quelqu'un, peu importe. À l'époque, tu prévois un deuxième rendez-vous, mais tu prends pas ses coordonnées. Si tu te la retrouves pas dans le rendez-vous, même si ça se trouve, elle s'est juste trompée d'une rue, c'est possible que tu la vois plus jamais, tu vois, à l'époque. Et aujourd'hui, c'est trop simple, tu vois, mais ça devait être même quand tu vois les cartes, quand tu partais en vacances, on sortait les cartes, nous, quand j'étais petit, moi. Je me dis, avec mon épouse, quand on part en voiture, moi, je vois pas les panneaux, donc je peux pas la guider. Elle a pas le sens de l'orientation. Non, mais c'est vrai, si on n'avait pas le GPS dans la voiture, mais ça serait source d'engueulade. Et quand on en discute avec des copains, ils disent « Oh, mes parents, je me souviens, quand on partait en vacances, ça gueulait tout le temps. » Ah bah ouais, c'est clair. Lire la carte, tu loupais la sortie. C'est ça, tu loupais la sortie. Oui, c'était vraiment... Non, mais ça, c'est bien. Et je vois... Alors, moi, mes enfants, ils m'ont appris plein de choses. Tu vois, par exemple, je vais à la gare. Je ne savais pas où était mon train. Je sais qu'il va partir à 14h11, mais quelle voie? Je ne sais pas. Ben, il me dit, en fait, tu photographies le panneau, et puis tu l'agrandis sur ton téléphone. Et voilà. Et ben plus de stress maintenant. Plus de stress. C'est eux qui m'ont appris ça. C'est vrai que aujourd'hui tout est responsive maintenant. Portable, tu mets des oreillettes, tu lui dis amène-moi à 14 places de la machin, hop, il t'y amène, tourne à gauche, tourne à droite. Avant il n'y avait pas ça. C'est clair. Et pour revenir sur le côté avocat, moi je trouve que tu vois, quand j'entends ta carrière, etc., aujourd'hui, avec tous ces outils justement pour produire des contrats, produire des réponses juridiques, finalement, on revient à l'essence que toi, tu fais du coup sans doute le mieux, c'est la relation avec tes clients. Et finalement, est-ce que c'était pas ta force à toi de dire peut-être que je suis pas je peux pas te sortir en 2 secondes le statut, ou je peux pas, mais par contre, il va y avoir un vrai accompagnement, tu vas comprendre le besoin. Je pense, j'ai compensé par là. Je suis pas le meilleur juriste du cabinet, loin de là. Je suis peut-être le moins bon, mais humainement, je me débrouille bien. Et puis, j'aime les gens. Et dans les dossiers, je m'investis. J'ai eu la chance, par exemple, d'avoir quelques beaux dossiers en droit pénal, des dossiers qui m'ont marqué, grâce à... Tu vois, je te disais la chance. Un jour, je suis jeune avocat, j'ai 2 ans de barreau. Je suis dans ce qu'on appelle le bureau de l'instruction. Je vais chercher un dossier à l'instruction. Je vais dans la salle pour l'étudier. Il est 16h. Donc en général, tu n'as personne à 16h. Et là, il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit bonjour et il a l'accent du Sud. Et j'entends l'accent du Sud, je lui dis « Ah, vous venez d'où ?» Et c'est un confrère de Perpignan qui s'appelle Maître Nicolo, Étienne Nicolo.
Et je discute un peu avec lui et il m'explique qu'il est là pour un gros dossier, Francis Holm, et il intervient pour un comparse qui s'appelle Joseph Molins. Et puis voilà, moi je suis petit avocat, gros dossier, voilà, j'en ai un peu peur. Et puis le lendemain ou le surlendemain, son secrétariat m'appelle et il me dit voilà, je vous passe Maître Nicolo. Et il me dit voilà, on s'est vu il y a 2 jours à Nancy. Voilà, je cherche un avocat. Est-ce que vous accepteriez d'être mon correspondant? Je dis oui, mais moi je suis jeune, quoi. Il me dit eh ben c'est bien. Ouais, Et puis génial. on est devenu copains. J'ai travaillé avec lui dans le dossier et moi je pensais que j'allais être que son correspondant. Et il m'a dit non, tu plaides avec moi le dossier. Donc j'avais quelques années de barreau et j'ai plaidé avec lui le dossier. C'était le plus beau dossier de ma carrière et une des plus belles amitiés de ma carrière. Trop bien. Et c'est l'affaire qui t'a le plus marqué pour le coup. Comment? C'est le dossier qui t'a le plus marqué. Ah ouais, c'est le dossier qui m'a le plus marqué parce que c'est un dossier où on s'est battu contre le juge d'instruction, où il nous disait des choses qui n'étaient pas démontrées au dossier, mais que lui avait la certitude, avait sa conviction. C'était une juge d'instruction qui était contente parce qu'elle avait fait craquer Francis Holm. Mais en ayant fait craquer Francis Holm, elle voulait absolument que notre client y parte avec. Et nous, on s'est battu pendant 2 ans d'instruction, et elle nous a menti en nous disant que des scellés avaient été détruits, parce qu'à l'époque, le meurtre avait lieu en 84, et en 84, on ne parlait pas d'analyse génétique. Elle nous a dit les scellés ont été détruits. Et moi, jeune avocat, je ne suis pas allé vérifier, j'aurais dû peut-être, hein, mais à l'époque, même mon confrère ne m'a pas dit va voir les scellés. Et quand on a eu le dossier en, je ne sais plus, cette fête, 97, 99, je crois, 1999, ouais, j'avais 50 barreaux. À l'époque, on nous donnait encore la copie du dossier en papier. Donc ça faisait peut-être 50 cm le dossier. Et je lis la liste des scellés et je vois la liste des scellés, notamment écouvillons vaginaux. Et là, je me dis, mais on nous a dit que c'était détruit. Et la greffière, qui était très sympathique, me dit, non, ma collègue est allée voir dans les scellés et elle a repris tout ce qu'il y avait. J'appelle mon confrère à Perpignan. À l'époque, on n'avait pas de téléphone portable encore, hein. Et je lui explique, et il me dit, Étienne, il me dit, et dis à la présidente de la cour d'assises, donc on allait plaider le dossier 2 mois plus tard, dis-lui qu'on va faire une demande d'analyse. On fait cette demande d'analyse, donc la présidente, c'était Madame Blanc, ordonne l'analyse des scellés pour voir si c'est exploitable. Donc on se dit, et moi je vais voir mon client qui s'appelait Joseph à l'époque. Alors après, tu vois, ce gars-là qui était poursuivi pour complicité de meurtre et viol, c'était devenu à la fin, au fil du temps, j'allais le voir régulièrement en prison, c'était devenu un copain, on se tutoyait. Parce que j'étais convaincu que ce mec n'avait rien fait. Mais vraiment convaincu. Et pourquoi? Parce que c'était ma conviction. Et parce qu'au dossier, il n'y a rien qui démontrait ça. C'était un gars qui s'est retrouvé là par hasard avec ce mec qui était meurtrier, mais c'était son premier meurtre. Et je me dis, je me mets à sa place. Est-ce que moi, j'aurais assisté à un meurtre? À l'époque, je conduisais une voiture et ce gars a tué une fille qu'on a pris en stop. Et qu'est-ce que je fais? Je vais voir les gendarmes. Les gendarmes m'auraient jamais cru, j'aurais pris 30 ans. Donc il a décidé de rien dire et puis il s'est fait attraper 13 ans après, quoi. Et quand la présidente a les résultats, c'est exploitable. Je vais voir mon client, je lui dis, attention Joseph, c'est exploitable. J'espère que tu ne nous as pas raconté de conneries parce que tu ne me vois plus. Et il se lève, il voulait partir. Il me dit, tu ne me crois pas? Et si, je te crois, mais moi je suis avocat, je dois te mettre devant tes responsabilités. Et on a les résultats, et moi j'avais dit à la greffière, vous verrez, c'est ni l'un ni l'autre. Et c'était ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que le sperme qui avait été trouvé n'était ni celui de Hall, ni celui de notre client. Donc ça enlevait au juge d'instruction toute l'argumentation qu'il avait tenue pendant des années. Et donc on a plaidé, on a eu un acquittement. Alors, c'était peut-être mon 3e dossier d'assises. Et on a plaidé devant une salle comble, parce que c'était Francis Holm. Mon père était là, j'avais une sœur qui était là, donc pour moi et j'avais à l'époque que des cadors en face de moi. J'avais Gérard Michel, donc tous des grands avocats pénalistes de Nancy. J'avais Joël Lagrange, qui malheureusement est disparu depuis, mais c'était des pénalistes. J'avais à côté de moi
qui était pour Francis Saume, Liliane Doc et Luc Girard. Donc moi j'étais et puis mon collègue Étienne Nicolo qui était du barreau de Perpignan. Moi j'étais le ptio quoi. Ouais, le ptio, il génial. fallait que je parle devant. L'outsider. Mais Étienne Nicolo m'a donné cette chance de plaider un dossier où on a démonté, grâce à lui, parce que moi j'avais pas l'expérience, mais on a démonté toute l'argumentation de la défense. Et notamment, il fallait aussi qu'on explique que Francis Saume avait pu commettre ce meurtre tout seul. Et pour te dire comment ça peut tourner un dossier, la victime avait autour du cou un sillon de strangulation continu. Et il y avait un V, une marque en V dans le sillon de strangulation. Et à l'époque, l'expert disait, bah oui, c'est normal, elle avait une bague en V et elle a mis sa main. Et nous, on disait, mais c'est pas possible. Si elle a mis sa main, elle a une trace dans la main et c'est discontinu. Donc, on avait cet élément. Mais quand tu veux accuser quelqu'un, cet argument-là, personne ne le retient. Et puis, la femme de mon confrère, qui le suivait partout, ils étaient à l'hôtel, donc à Nancy. Elle se réveille une nuit et elle va voir le dossier, le rapport d'autopsie. Et elle voit que la victime avait autour du cou un lacet, comme on faisait à l'époque, avec un cœur en céramique. Et là, elle a tout de suite compris comment ça avait pu se passer. C'est-à-dire que Francis Saume l'avait tiré, le cœur en céramique s'était incrusté, et il avait pu le faire tout seul. Donc le lendemain matin, donc Étienne Nicolo me dit, va voir la greffière que tu connais, et demande-lui de pouvoir toucher au moins à travers le plastique, le scellé où il y avait le collier. Et il me dit, tu vérifies que c'est solide. Au bout de, tu vois, quasiment 15 ans, quoi. On avait peur que ce soit délité. Et j'y vais, et hop. Et donc, on a demandé à ce que le scellé soit ouvert, et qu'on donne notre thèse. Donc, moi, j'étais la victime, et mon confrère faisait Francis Saume. Donc, on a expliqué aux jurés comment ça avait pu se passer. Et on a emporté la conviction de la cour d'assises là-dessus. Donc, on a obtenu un acquittement pour le viol, un acquittement pour le meurtre de notre client. Mais ils ont estimé, et là, à l'époque, il n'y avait pas de motivation de l'arrêt de cour d'assises, de condamnation, ils ont estimé que le fait d'avoir conduit la voiture était un acte de complicité. Ce qui juridiquement ne pouvait pas tenir, parce que pour être complice, encore faut-il avoir en tête ce qui va se passer. C'est-à-dire que quand il a pris la voiture avec Francis Saume avec lui, qu'il connaissait parce qu'il travaillait avec lui, il ne savait pas que c'était un tueur en série. Et il ne savait pas qu'il avait tué cette fille. Donc la complicité ne tenait pas. Nous, on avait plaidé pour la non-dénonciation de crime, mais ils n'ont pas retenu ça. Et on était tellement impliqués dans notre dossier que ce jour-là, on n'est pas allé saluer la cour d'assises, les magistrats qui avaient siégé. Et alors, le mieux, si tu veux, c'est que quelques jours après, je vais à la chambre de l'instruction. Je travaillais un dossier, et le président de la chambre de l'instruction, qui était M. Straeli, est venu me voir. Il a suivi le dossier, puisque, tu vois, quand on faisait des demandes de mise en liberté pour notre client, le juge d'instruction refusait, on allait devant la chambre de l'instruction. Et donc, j'allais plaider devant lui avec ses assesseurs et l'avocat général de l'époque. Et il est venu me voir et il m'a dit, Maître Bernard, je voulais m'excuser auprès de vous. J'étais sur le cul. Honnêtement, qu'un magistrat vienne me voir en me disant, Maître Bernard, je voulais vous présenter mes excuses et aussi à votre confrère. J'ai eu la tête dans le guidon et sachez que votre dossier, j'en parlerai à tous mes collègues. Génial. Comme un exemple. Et ça, j'ai trouvé ça fantastique parce que c'est rare. Il avait assisté à l'audience. Il était venu les 4 jours ou 5 jours. Il était venu pour entendre que pendant 2 ans, il s'était fourvoyé, quoi. Mais il était venu me voir pour s'excuser. Et ça, je trouve ça... génial. Ah oui, je trouve ça génial. C'était un mec, mais franchement, c'était un très bon magistrat. Là, il a eu la tête dans le guidon. Et, ce qui doit arriver. Et c'est pour ça que c'est quand même bien qu'au pénal, maintenant, on est l'analyse génétique. Parce que, voilà. Mais après, qu'est-ce que tu fais après un tel dossier? C'est pas un peu, c'est pas difficile de te lever le matin en disant c'est trop. Je vais te dire, pendant la semaine-là, j'ai perdu 5 kilos. Ah ouais. J'avais le dossier sous le lit. J'étais dedans. Génial. Et il m'a poursuivi ce dossier. Pourquoi? Parce qu'après Joseph, donc il a été en détention, donc il a pris 10 ans, il en avait déjà fait quelques-unes, il y a au moins 2-3 ans, quoi. Et donc après, il est mis en centre de détention à Montmédy. Alors,
après, à mi-peine, tu peux faire des demandes. Sauf que il a payé le fait que l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises, elle était motivée par le fait qu'il avait violé et aidé Holm à tuer. Et je lui dis, mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Regardez, il a été acquitté, regardez, il a été quitté. Le juge d'application des peines, lui, il disait le truc, et puis c'était tout. Ouais. Il est sorti au bout de 7 ans et demi, et je me souviens, il avait perdu, tu vois, c'est des trucs qui te marquent. Il avait perdu son fils d'une overdose, peu de temps avant de sortir. Il avait une date de libération, je ne sais plus. Et ils l'ont juste laissé sortir pour aller à l'enterrement, et ils l'ont remis en détention pendant 15 jours. Tu vois, comme quoi c'est... Hein. Mais c'est un mec... Ouais, j'ai eu des... Avec ce gars, j'ai eu des... Ouais, j'ai des atomes crochus. Après, tu contrôles rien. C'est des... Autant moi j'ai eu de la chance, autant lui il n'a pas eu. Quoi. Ouais, c'est clair. Putain, le pauvre. Et à part du coup, toi, qu'est-ce que du coup tu retiens de ta carrière et qu'est-ce que tu... Même si c'est pas la même époque, qu'est-ce que tu retiens finalement en tant qu'avocat? Quel est le plus important pour toi finalement à la fin, pour que certains peut-être prennent du recul et se disent c'est pas que du business aussi, parce qu'on parle beaucoup de business, mais en fait. Moi j'ai toujours pensé que ma profession je le faisais en fonction de ma vie, c'est-à-dire que j'aime mon boulot, mais j'ai aussi d'autres priorités. J'ai envie de vivre, c'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre par exemple que je le sais que ça arrive que des jeunes travaillent jusque dans les cabinets d'avocats parisiens ou autres, hein, jusqu'à 1h ou 2h du matin. Ça, j'ai du mal à comprendre ça. La vie c'est pas ça, moi j'ai fait mon métier comme je l'aimais. J'ai travaillé, hein, évidemment, hein, mais j'ai travaillé des week-ends, j'ai travaillé des soirées, mais jamais jusqu'à 1h ou 2h du matin. Et puis j'avais pas comment je pourrais te dire, une ambition débordante. Je voulais pas devenir un grand cador, j'aurais peut-être même pas réussi, mais non, j'avais des ambitions limitées dans ma profession. Tu vois, j'aurais pas décidé d'avoir un gros cabinet. Moi, ce que je voulais, c'est avoir une structure qui me permettait de vivre correctement, d'avoir des gens autour de moi qui étaient sympas et d'avoir une bonne ambiance au cabinet. C'était ça qui faisait que tu avais gagné. Et les priorités humaines, c'était le plus important. C'était le plus important. Profiter de la famille. Profiter de la famille, avoir du temps, parce que si tu te fais bouffer par le boulot, moi j'ai des confrères qui bossent le samedi et dimanche. Voilà. Moi j'aimais bien le sport, j'ai fait du sport, on fait des sorties vélo, et j'aimerais que mes enfants ils fassent pareil. Et amasser du pognon pour amasser du pognon, ça sert à quoi? C'est pas une fin en soi, quoi. Et est-ce que tu trouves que ça a beaucoup changé, c'est-à-dire les clients aujourd'hui, la manière dont ils se comportent, la manière dont ils font appel à toi, est-ce que tu trouves que ça a beaucoup évolué ou finalement les choses sont les mêmes que ce soit au début? Dans la clientèle que j'ai pas trouvé une grande évolution. Non, j'ai pas trouvé une grande évolution. Finalement, les problématiques restent les mêmes et les problématiques restent les mêmes. Ce qui a beaucoup changé, c'est que j'ai peut-être comment je dirais, le fonctionnement de la justice qui a beaucoup changé. Je suis un peu je regrette un peu le temps passé. Il y a une époque à Nancy, par exemple, on a eu 2 procureurs de la République qui m'ont marqué. C'était Monsieur Finiels, et puis l'autre, je me souviens plus, il avait fait mais qui était son successeur, qui étaient 2 personnalités extraordinaires. Ils avaient un parquet qui bossait, qui était ouvert, et qui était ouvert au débat avec les avocats, qui respectait les avocats, et à l'audience, on se prenait le nez. Normal, on faisait nos métiers. Mais en dehors, on se saluait, on pouvait boire un coup ensemble, boire un café ensemble. Et puis on pouvait aller les voir, on pouvait discuter. Maintenant, chacun, ils sont dans leur bunker, c'est fermé. Il faut faire des codes, il faut montrer sa gueule à la caméra. Alors les codes, tu vois, un truc tout con. Les codes, il faut voir sur une fiche, il faut faire un code. Moi, je sais pas faire ça. Ouais. Tu vois, j'appelle au secours. Non, mais ils se rendent pas compte. Hein.
Ils ne se rendent pas compte. Et ça a perdu. Je trouve que le rapport humain s'est perdu. Ouais. Alors, il y a maintenant l'informatique qui est rentrée avec toutes les communications par les voies d'Internet, tout ça. Mais quand même, le rapport humain. Alors, il y a quelques magistrats qui sont encore en contact avec nous, hein, qui sont sympas. Mais ce n'est pas la majorité, quoi. Au parquet, moi, je ne connais plus personne, quasiment. Ouais. Alors qu'avant, on allait les voir, on se saluait. Voilà, on était copains. On était copains. L'autre jour, tiens, j'écoute un podcast. Et là, je reconnais la voix. Monsieur Coutonnier. C'était un gars qui venait de Marseille, qui était procureur. Moi, j'étais jeune avocat, il était jeune procureur. Mais vraiment, on avait lui, on avait Monsieur Bellargent, on avait des gars et qui étaient, c'est-à-dire qui faisaient leur métier. Moi, si j'avais envie, si j'avais un problème dans un dossier pour une femme qui était battue, je sais pas quoi, je les appelais et ils bougeaient tout de suite. Ouais. Aujourd'hui, c'est fini ça. Ouais, je me souviens d'une femme qui m'avait appelé. Elle avait une relation avec un gars qui était devenu un peu toxique. Et elle me dit, écoutez, il a des photos de moi compromettantes et il veut les balancer sur le net à l'époque. J'appelle le substitut, je lui explique. Il a confiance en moi. Il téléphone aux policiers. Ils vont faire une descente chez le mec, ils enlèvent tout. Et ça s'est réglé aussitôt. Maintenant, c'est la croix et la bannière. C'est plus du tout comme ça. Ça, franchement, c'est un regret. Je trouve que... Ça s'est bureaucratisé, enfin, c'est quoi? C'est trop administratif ou juste déshumanisé? Ouais, et puis bon, après, il y a certains... tu vois, ouais. Nous, les procureurs dont je t'ai parlé tout à l'heure, ils étaient dans les couloirs, on les voyait, ils venaient nous saluer. Robert Finiens, il y avait une équipe d'avocats qui jouent au foot les samedis matins, ils venaient avec nous. Et d'autres substituts venaient avec nous. Il y avait, voilà. Mais ça ne nous empêchait pas de faire notre boulot. Et ça s'est perdu. Alors à l'époque, on avait quand même un truc, on avait une cafette qui était tenue par l'association du Palais et où on se retrouvait à 10h ou 11h, on allait boire notre café. Peut-être que c'est ça aussi qui a fait qu'on ne se voit plus. Mais ouais, le rapport humain avec les magistrats. Et puis, alors, peut-être qu'à Nancy aussi, on est particulièrement touché, mais on a des difficultés d'audiencement. Maintenant, tu n'as plus de date à moins de... Au JAF, c'est 18 mois. Au JCP, pour une procédure de loyer non payé, tu n'as pas de décision avant 2-3 ans, quoi. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on cherche à faire? Ça repousse. Forcément, le justiciable, quand il vient te voir, tu lui dis, monsieur, vous avez un locataire qui ne vous paye pas depuis 1 an ou 6 mois. Vous êtes bon pour 3. Vous en avez pour 2-3 ans. Oh là là. Quelle et là, donc notre métier, il perd de sa fonction. Quoi. C'est clair. Ok, trop beau. Enfin, c'est intéressant. Et puis, pour voir, même si c'est via LinkedIn et via des réseaux, j'ai l'impression que c'est assez généralisé sur toute la France et qu'effectivement, c'est compliqué. Mais bon. Ça, je n'ai pas de solution. Faut mettre, non, mais la solution, ça serait de trouver des magistrats. C'est simplifié, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que le problème, c'est que tu te rends compte que les magistrats qui bossent se rendent compte qu'ils bossent au-delà de ce qu'ils devraient bosser. Et puis après, il fait un burn-out, il tombe malade. Ouais. Et puis voilà, c'est une chaîne sans fin, quoi. Ouais. Nous, actuellement, il y a 5 postes de juge d'instruction. Il y en a 2 qui sont pas... Il y en a une qui est en congé de maths et puis l'autre qui est malade. Il y en a que 3. Ça sort pas, quoi. Alors, il y en a qui bossent, je ne dis pas qu'il y en a qui ne bossent pas, mais ça devient, pour nous, c'est quand même notre fonds de commerce, le tribunal. Hein. Et là, j'ai dit au bâtonnier, je lui ai dit, mais à un moment donné, il y en a qui vont déposer le bilan des avocats. Si les dossiers sortent plus, tu ne peux plus facturer. Ouais. Et rapidement, parce que je sais qu'il y a quand même une histoire intéressante là derrière, tu dis que tu n'es pas très développement, etc. Mais, bon, déjà, j'imagine que tu as développé quand même un petit... tu restes un métier où tu vends ta personne et donc il faut savoir se vendre. Est-ce que toi, tu as des conseils là-dessus? Et après, je sais que tu t'es fait accompagner par Clément, qui a bien bougé les choses. Est-ce que tu peux raconter un petit peu? Non, mais c'est sûr que... Alors nous, on est, je ne vais pas dire l'ancienne école, mais on pensait toujours que le bouche à oreille suffisait. Et donc, on s'est laissé, entre guillemets, vivre. On avait une clientèle correcte, voilà. Et puis, à un moment, ça s'essouffle. Ça s'essouffle. Et puis, Clément, sortant de l'EM Lyon, a dit, attendez, moi, je vais vous aider. Et alors, je ne peux pas te dire ce qu'il a fait, mais en tout cas, ça a marché. Ça a marché parce qu'on a, grâce à lui,
développer notre clientèle. Et vraiment, maintenant, je dirais, on a augmenté notre chiffre d'affaires correctement. Et, Vous avez des appels qui tombent grâce à... voilà, c'est ça. Pour ceux C'est qui ne ça. savent Et pas puis les forcément, gens- c'est... Et les gens nous le disent. Voilà, vous êtes bien référencés, vous avez des bonnes notes Ouais. sur je sais pas, Sur Google My Business, voilà, ouais. ils sont. Et c'est vrai que moi, on ne prenait pas de temps pour ça, mais il faut le prendre. Pour Tu se le faire prends maintenant le connaître. temps ou Comment? tu demandes aujourd'hui maintenant à tes clients en disant mettez-nous une bonne note, ça nous aide, etc. Je le fais le plus possible. Ok. Je le fais le plus possible. C'est pas toujours évident, mais je le fais le plus possible. Hmm. Si les gens. L'autre jour, il y a un client qui était content que j'ai pris son dossier la veille de l'audience parce que c'était une comparution immédiate. Il m'a dit puis en plus, je suis allé voir vos avis. J'ai eu de la chance parce que vous avez vraiment des bons avis et puis une super note. Et pour avoir la note que vous avez, j'essaye de faire en sorte que... Alors moi, je travaille beaucoup en direct, c'est-à-dire que moi, j'hésite pas à appeler les clients, leur donner le compte-rendu d'une audience par téléphone. Voilà, je trouve que... Parce que je me dis que si tu dictes, ça repasse, la secrétaire va ressortir le dossier, ça perd du temps. Et puis, ça sert pas à grand-chose. Autant l'appeler. Et voilà. Et t'as un contact direct et puis les gens sont contents. C'est clair. Voilà. Mais ça, je pense que c'est rarement La fait. satisfaction de client. Ouais, c'est ça. Alors, je le dis, mais les confrères devraient s'en rendre compte. Il y a des jeunes confrères qui répondent pas au téléphone ou qui répondent pas aux mails. Et ça, le travail... On est des commerciaux aussi. On est des juristes, mais on est des commerciaux. Il faut que le client soit aussi satisfait. Et souvent, on a des clients qui nous disent « Merci pour votre réactivité ». Voilà. Mais c'est clair. Moi, un client, il me demande une date de renvoi. Au lieu de dire à un secrétaire, non, tiens, hop, je prends mon portable, tac, tac, je lui dis que top, ça part. Voilà. Ils sont contents. Ils sont contents. Et moi, ça me coûte quoi? Ça me coûte rien. Rappeler un client et il me dit je voudrais vous parler un peu à la suite de l'audience, qu'est-ce que vous avez passé? Je le rappelle. C'est moi qui l'appelle, donc c'est moi qui maîtrise la durée de l'appel. Donc ça a duré 5 minutes, le client est content, moi j'ai fait mon taf, et puis voilà. Réglé. Voilà. C'est clair. Trop bien. Et merci Pascal. Je trouve que c'était passionnant. Pour ceux qui veulent faire la même stratégie de toute manière. C'est une vision de la profession, c'est pas forcément la vision de toutes. Non, mais c'est les avocats. Non, mais je pense que c'est un épisode qui va beaucoup plaire et enfin moi je trouve ça passionnant. Tu m'as apporté. J'ai pas eu le temps passer. Ça fait environ 55 minutes. Donc trop bien. J'ai hâte de savoir ce que tes enfants en auront pensé quand ils auront écouté. Bon, ils connaissent ta vie par cœur, donc peut-être qu'ils vont même pas... ils vont écouter, je pense. Ils connaissent ça après. Mais c'est pour ça que je leur dis souvent que j'ai eu de la chance dans ma carrière. Tu vois, par exemple, le dossier dont je t'ai parlé, donc j'ai été en contact avec Étienne Nicolo. Et un jour, Étienne Nicolo est contacté par un monsieur qui est médecin, dont le fils est soupçonné d'être un tueur en série. Alors, au début, d'avoir tué une fille. Et donc, Étienne Nicolo dit moi, je vais vous assister. Et puis, les policiers lui disent Étienne, tu ne peux pas l'assister parce qu'il est soupçonné d'être le tueur en série des disparus de la gare de Perpignan. Et tu es déjà le défenseur des autres parents. Donc, tu ne peux pas. Donc, il voit le père en lui disant écoutez, je suis désolé, mais je ne pourrais pas parce que votre fils est machin. Et il lui dit conseillez-moi un avocat. Donc, Étienne lui donne 2 noms, un avocat perpignanais et le mien. Et le monsieur choisit le mien. C'est marrant. Et comme il choisit le mien, moi j'ai besoin d'un correspondant à Perpignan. Il y a un avocat commis d'office dans le dossier qui s'appelle Laurent Dague. Je dis à Laurent, je l'appelle, je dis voilà, est-ce qu'on travaille tous les deux? Il me dit ok. Et on a travaillé tous les deux et on est super copains. Ouais. Et on a passé, on s'est battu, on a voilà, entre guillemets un beau dossier pénal, humainement aussi un beau dossier, et on est devenus très copains. Ouais. Voilà. Et tu vois, c'est aussi des histoires de vie avec de la chance. De la chance. C'est clair. Bon, merci Pascal. De rien. Tu es super inspirant et j'espère que ça va vous inspirer aussi. Je te souhaite quoi là? Continuer comme ça. Une belle retraite. Non, continuer comme ça. Ouais. De pouvoir transmettre notre cabinet à quelqu'un qui aura la même vision que nous de la profession et des gens, qui aimera les gens. Parce que... Un ancien du coup. Comment? Il va falloir trouver un bon ancien quoi. Ou quelqu'un qui veut s'installer à Nancy pour... Qui veut s'investir à Nancy, ouais, parce que Nancy c'est une belle ville. Et puis... Non mais comme nous on a fait un peu comme avec... Tu es dans cette démarche de rechercher quelqu'un qui s'imbriquerait dans le cabinet pour reprendre la suite? Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien.
Bah, écoutez, s'il y a Et puis, des jeunes Nancéens avec une, je Comment dirais, une s'installer. belle mentalité. mm, Voilà. Gagner sa vie correctement, mais avec une belle mentalité, aimer les gens, les aider au quotidien, avec les difficultés que ça, hein, parce qu'il y a des clients qui sont forcément insatisfaits, qui ne sont pas contents Ouais, de nous. mais ça, Après, voilà, hein, c'est la vie. on a tout, mais gérer au mieux et puis apporter maximum aux gens, quoi. Voilà. C'est notre métier, hein, assister les gens dans leurs difficultés. Magnifique. Ça j'aimerais bien. Bah écoutez, Et puis revenir les voir de temps en temps, Bah savoir oui, comment c'est ça clair. va. bah, toi tu bouges pas de Nancy de toute façon. Non. J'irai me promener un peu ailleurs. Merci à toi. De rien.